Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire Hello Sport Biz. Je suis Nicolas Bourreau, je suis le fondateur de la newsletter Hello Sport Biz et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier opus qui va porter sur le sponsoring 3.0, un levier vital pour le sport. Durant tout ce webinaire, des intervenants vont m'accompagner. D'abord, Marie Jaillant, cofondatrice et CEO de Door Sport, une nouvelle agence Web3 dédiée à l'industrie du sport. Marie, bonjour. Bonjour à tous. Nous aurons également Louison Auger, directeur général adjoint du Red Star, qui évolue en championnat de football de National 1. Louison, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Clément Barouillet également sera avec nous, responsable France de Two Circles, une agence de marketing du sport spécialisée dans le traitement et l'utilisation des data. Clément, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Et enfin, Pierre Gauthier, fondateur de Maya, avec qui nous co-organisons ce premier webinaire. Et donc Maya qui aide les acteurs du sport à exploiter leur potentiel digital grâce à la data. Bonjour Pierre. Salut Nicolas, bonjour à tous. Je suis très content que vous soyez parmi nous pour ce premier événement. Pour ceux qui nous écoutent, et vous êtes déjà plus de 95 connectés, bientôt 100, je vous rappelle un petit peu le format. Nous avons environ 45 minutes de débat avec les intervenants sur cette problématique et ce sujet qui vous intéresse beaucoup, le sponsoring 3.0. Et puis, nous réserverons un temps également aux questions. Bonjour à tous dans le chat est déjà actif. Nous aurons donc en fin d'intervention 15 grosses minutes qui vous seront réservées pour vos questions. Et donc, pour poser les questions, justement, vous avez un chat à disposition. Je vous invite en bas à droite de votre fenêtre à aller sur le chat. Vous pouvez poser vos questions. Les intervenants pourront y répondre soit directement, soit nous sélectionnerons les questions pour les traiter de manière un petit peu plus développée en fin de webinaire. Et puis également les sondages. Les sondages, je vais d'ailleurs vous proposer publier le premier sondage qui est un sondage qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, c'est l'onglet qui est juste à côté de l'onglet chat. Je vous invite également à aller remplir ce sondage. Nous aurons quelques autres sondages durant cet événement. Voilà pour la présentation de l'événement assez rapide. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du sponsoring 3.0 et voir si ce nouveau terme est un levier vital pour le sport. Mais si on en vient à parler de sponsoring 3.0, c'est que forcément, il y a dû avoir un sponsoring 1.0 et puis un sponsoring 2.0. Donc, avant de sauter dans le bain du sponsoring 3.0, on va un peu revenir en arrière. Qu'est-ce que c'était le sponsoring 1.0 ? C'est ce qu'on a quand même tous connu et c'était un sponsoring qu'on dit plutôt statique et passif. C'est un sponsoring très équivalent à de la publicité print finalement et très porté sur les aspects de notoriété ou de réseau. C'est un sponsoring qui est encore en vigueur, qui a fait ses preuves et qui ne disparaîtra pas. Mais c'est un sponsoring qui a été supplanté et qui a été complété ensuite par le sponsoring 2.0. Pour le coup, un sponsoring plus interactif avec une idée claire et un peu plus présente de génération de leads. C'est un sponsoring qui est plus axé sur le digital et sur les réseaux sociaux, qui a explosé avec le mobile et qui est en prise directe avec les fans. Et en opposition au sponsoring 1.0 qui était très statique et sur lequel on n'avait pas de retour de l'audience, là pour le coup, le sponsoring 2.0 est un sponsoring qui est axé sur l'interaction, interagir avec les audiences, échanger avec eux. Ça, c'est le cœur un peu des réseaux sociaux et c'est aussi le cœur du sponsoring 2.0. Mais forcément, si aujourd'hui on parle de sponsoring 3.0, c'est que ces deux termes ont dû être supplantés. Certainement, des choses ont changé. Et pour le coup, je vais me tourner vers Pierre. Pierre,
pourquoi Oui. aujourd'hui on en vient à parler de ce nouveau terme de sponsoring 3.0. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, en fait, il y a deux facteurs. Il y a d'abord les fans qui du coup, ont fait que le game a changé. On parlait tout à l'heure justement de médias et de comment on consomme le sport. Aujourd'hui, en fait, il y a une étude qui a montré que 55% de la consommation du sport se fait par le digital, via différents formats. Évidemment, les statistiques sont différentes d'une génération à l'autre. Et c'est clairement cet essor du digital qui a fait que le fan s'est dirigé vers d'autres plateformes pour consommer le sport et que du coup, le sponsoring doit aussi changer. Mais en fait, ces opportunités que va connaître le sponsoring là, dans les prochains temps, c'est exactement ce qu'a connu la presse avec l'essor du digital en 2010, où finalement, on ne s'est pas détourné du format papier de la presse, on est juste allé chercher l'information peut-être plus rapidement, plus facilement via des plateformes digitales. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les annonceurs qui ont découvert aussi via les plateformes publicitaires proposées par un Facebook, un Instagram, voire la programmatique, ils ont découvert en fait qu'ils pouvaient traquer le retour sur investissement d'une activité marketing. Et en fait, si on regarde un peu ce qui s'est passé chez les entreprises depuis quelques années, on se rend compte que le marketing, finalement, est une matière qui se rapproche de plus en plus du commercial. Et qu'aujourd'hui, en fait, les deux sont extrêmement liés, alors que le marketing, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'était juste on porte de la visibilité de la marque ou du produit auprès d'une audience. Et donc, le fait que le marketing puisse justement traquer ce ROI, les nouveaux enjeux, c'est comment je développe les ventes, comment j'engage des clients, comment je les fidélise. Et du coup, aujourd'hui, il y a une étude assez sérieuse. On attendra la fin du séminaire avant que je puisse vous partager les slides. Mais il y a une étude qui montre que les annonceurs qui investissent en sponsoring ne pensent pas ou qu'il y a un vrai écart entre ce qu'ils pensent que le sponsoring peut leur offrir et leur véritable besoin en marketing aujourd'hui, notamment sur le développement des ventes. Et donc, ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, on doit imaginer en fait le sponsoring de demain et qu'il n'y a pas que la data et que le digital, on y reviendra avec Louison, mais que du coup, voilà, il y a un terrain de jeu assez important qui s'offre devant nous et il y a des choses qui sont inexploitées, il y a de la matière qui est inexploitée. Et je pense notamment, Clément, peut-être que tu pourras nous éclairer sur ce que vous avez vu, vous, chez Two Circles, sur cette inexploitation sponsoring. Oui, avec plaisir, Pierre. Bien. Du coup, on avait lancé une étude en 2019 sur là où la valeur est générée par un package sponsoring. Typiquement, est-ce que ça va être via de la télé, est-ce que ça va être via le digital ou d'autres assets, on va dire en physique. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie évolution sur les 10 dernières années où la grande majorité, si on se tourne de ça 10-15 ans, venait de la télé. Et maintenant, on va dire, on était à quasiment 25% avant la partie Covid de valeur générée via le digital. Je pense qu'au cours des 2-3 dernières années, cette tendance n'est pas arrêtée, c'est au contraire accentuée sur cette valeur générée. Par contre, là où, comme tu disais, les fans, les annonceurs changent leur mode de consommation, s'adaptent. Je pense qu'au niveau du sponsoring, on est encore un peu en retard. On voit qu'il y a un potentiel inexploité à l'heure actuelle où entre la valeur générée par le digital et la valeur ensuite que les ayants droit communiquent auprès de leurs annonceurs sur ce qui a été généré par le digital, il y a un certain décalage où on constatait qu'en 2019, seulement 25% de la valeur générée sur le digital est communiquée aux annonceurs de retour. Et ce qui, derrière, rend compliqué le fait de valoriser les assets digitaux qu'on inclut dans les packages digital, rend compliqué le fait de justifier l'augmentation, on va dire, des recettes sponsoring quand on veut y ajouter de plus en plus d'assets digitaux. Donc, c'est
à l'heure actuelle, je pense qu'il y a déjà, sans parler de sponsoring 3.0, dans le sponsoring 1.0 et 2.0 actuel, via le digital, une partie de valeur à aller chercher en mesurant, en communiquant et après, derrière, en commercialisant les assets digitaux, la valeur digitale réalisée à l'heure actuelle. Et je pense que si on se projette un tout petit peu sur les années à venir, parce qu'il est facile d'imaginer que plus on va aller, plus le digital va prendre une part importante, jusqu'à supplanter la télé, tout simplement. Et on en discutait un peu plus tôt, mais on a vu un gros deal en Inde auprès du cricket qui a été validé la semaine dernière de près de 6 milliards d'euros, sur lequel, dès aujourd'hui, plus la valeur liée au digital est plus importante que celle liée à la télé linéaire. Mais ce que tu es en train de dire, Clément, quand même, de ce que j'entends, c'est que tu parles de potentiel inexploité, mais tu parles surtout en fait d'assets qui existent déjà. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est on n'est pas obligé de réinventer la roue, c'est ça? C'est que c'est déjà des assets qui existent aujourd'hui, déjà des assets qu'on vend, que les clubs vendent, que les sponsors achètent, et c'est des assets, des outils qu'on n'exploite pas pleinement ou qu'on n'exploite pas à leur pleine mesure, c'est ça? Exactement, ouais. Il y a des assets qui sont inclus et de la visibilité qui est délivrée via des canaux digitaux propres au club. Et je pense que le gap, il est dans la façon d'avoir les outils, les personnes et la connaissance pour pouvoir mesurer ces éléments-là. Je pense que d'un point de vue télé et autres, la plupart des clubs et organisations ont les techniques et les ressources pour le faire, mais il y a un décalage encore sur ces canaux et les assets digitaux. Et est-ce que cette inexploitation vient de quelque chose d'identifié? Est-ce que, par exemple, c'est le passage du sponsoring 1.0 à 2.0 a été assimilé au niveau des assets, mais peut-être pas au niveau du ROI? C'est ça, c'est la manière dont on rend compte de la performance du partenariat ou dont on essaie de mesurer sa performance et d'évaluer des KPI. C'est là où on pêche encore? Ouais, je pense que la plupart des organisations sont actives et présentes sur leurs réseaux sociaux, leur site internet, leur campagne mail potentiellement. Mais derrière, comme tu dis, dans la partie mesurement et valorisation, c'est là où on n'a pas forcément encore vu tous les investissements nécessaires. Et dans certains cas, c'est aussi lié à des contraintes, à des organisations qui ont été bâties sur le modèle. Il y a 1.0 et 2.0 qui, pour l'instant, génèrent encore la majeure partie du sponsoring. Donc, c'est un certain risque et tournant à prendre pour pouvoir, on va dire, se mettre en ordre de route pour capturer le maximum de la valeur et la communiquer. D'accord. Est-ce que ce qui ressort de l'étude que vous avez menée en 2019 chez Two Circle, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a 85% sur ce sponsoring 2.0 surtout, qui reste à aller exploiter. Donc, il y a encore beaucoup de matière pour ceux qui nous écoutent et les autres aussi à aller chercher des moyens pour se développer. Ok, donc ce que j'entends, Clément, c'est vraiment que l'important aujourd'hui, ce n'est pas tant les outils, c'est plus les datas et comment on les utilise. Pierre, la data, c'est le cœur de l'essence même de Maya, de pourquoi tu as fondé Maya. Et je crois que toi, tu as aussi un petit exemple concret à nous donner au niveau de ça. Mais avant de passer la parole, je vais lancer un deuxième sondage. Je vois dans ma trame que j'avais noté de lancer un deuxième sondage. Donc, les participants, ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller dans l'onglet sondage et je vais publier à l'instant même, si je le retrouve, voilà, un nouveau sondage justement qui parle de cet aspect de data et pour savoir où vous en êtes, vous, de l'utilisation de la data dans votre structure. Alors, où vous en êtes et où vous pensez en être en termes de qualité. Donc, Pierre, la data, je crois que tu mènes justement un travail de fond avec, on peut les citer, le club? Ouais, on peut les citer, ouais. Un club breton Alors, qui m'est cher. avec le Stade Rennais, je crois que tu mènes avec eux un gros Ouais. travail justement sur l'utilisation de la data, sur
à fin commerciale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la démarche qui a été initiée par ce club breton? Ouais, complètement. Alors en fait, on est parti de deux constats. Le premier constat, c'est plutôt moi qui l'ai fait sur le marché publicitaire qui est à 30 milliards d'euros environ en France. On se rend compte que le levier qui est en pleine croissance, et depuis ces dernières années, ça s'est accéléré avec le Covid, on est sur une croissance à deux chiffres, c'est les investissements sur le digital. Donc en fait, aujourd'hui, n'importe quel annonceur investit de plus en plus massivement sur des canaux digitaux, puisque ça leur permet de toucher une audience précise. Et donc là intervient justement la data. Et ça permet aussi de traquer précisément le ROI et de faire venir une audience à soi. C'est-à-dire qu'on les fait venir sur notre site Internet. Si on a un site e-commerce, c'est encore mieux. On les fait venir sur des landing pages et en fait, on les capte pour que ces audiences viennent intégrer notre CRM et qu'on puisse les transformer en clients et clients fidèles. Donc ça, c'était le premier constat qu'on a fait. Et le deuxième constat, c'est plutôt que j'ai partagé avec le directeur commercial, c'est que lui me disait que en fait, il avait plus de stock à vendre et qu'il devait justement aller chercher une nouvelle opportunité. Donc, stock à vendre, c'est tout ce qui était hospitalité, panautique, etc. Et en fait, on a bossé justement sur la cartographie en fait, des contenus proposés aux fans. Donc, cartographie à la fois digitale, réseaux sociaux, site internet, mais aussi CRM. On a travaillé sur finalement à quoi ressemblait l'audience aujourd'hui du Stade Rennais sur ces différents canaux. Donc, un vrai travail marketing en collaboration avec l'équipe communication. Et après, on a valorisé ces espaces. Donc, via des standards médias CPM, coût pour 1000, on a valorisé l'ensemble des contenus qui finalement étaient sous-exploités. Et du coup, je reviens à ce qu'on discutait avec Clément sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, soit c'est pas exploité, soit c'est sous-exploité puisque ça c'est pas vendu à la valeur de marché. Et en fait, suite à ce travail, on a entamé une formation, j'ai formé les commerciaux justement à la vente digitale et on est allé voir des annonceurs. Donc là, c'est le travail en cours sur, plutôt que de vendre un pack construit, déjà préparé, déjà valorisé et qui intègre une multitude de droits marketing comme on a l'habitude de faire depuis un certain temps, eh ben, on écoute justement l'annonceur, on écoute ses besoins marketing et puis on vient y répondre en ayant un mix entre le pack classique, je dirais, qui du coup intègre un certain nombre de produits et un pack plus sur mesure. Et c'est là qu'on intègre justement du digital parce que ça permet justement de pouvoir créer du sur-mesure et qui vient coller aux temps forts commerciaux de l'annonceur et qui vient l'aider aussi à intégrer enfin, plutôt à capter des audiences digitales du club. Lui, il peut derrière les amplifier, donc amplifier son message. Et je pense que aussi, on a un super travail à faire avec les droits d'image qui viennent répondre à un enjeu de différenciation, à un enjeu d'engagement des clients et notamment les audiences qui sont fans de sport ou fans du club. Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut abandonner la plaquette, c'est ça? Ouais, La plaquette classique. moi, je suis plutôt pour abandonner une plaquette. Alors, sauf sur certains produits où en fait la plaquette ça fonctionne très bien. J'entends plus les hospitalités où en fait là effectivement on vend un produit, on le connaît par cœur. Par contre, sur du sponsoring, effectivement, les enjeux des annonceurs sont tellement différents, que ce soit sur du B2B, du B2C, que c'est compliqué de. En fait, pour un annonceur, c'est compliqué de s'imprégner des outils qu'on a à offrir, des outils marketing qu'on a à lui offrir à travers une plaquette. Maintenant, dans la plaquette, il y a tous les aspects data. C'est-à-dire que si j'ai besoin de renforcer mon image de marque, j'ai besoin de m'associer à une marque forte. Et donc, la data va m'offrir justement en avant-vente les informations qui prouvent que le Stade Rennais ou n'importe quel club est une marque forte du territoire. Pareil pour les audiences. Si je vise les 50-65 ans, finalement, je ne vais pas être intéressé par l'audience Facebook qui est plutôt du 18-35 ans.
Donc en fait, voilà, ces données-là, bien connaître son audience, derrière, ça vient du coup nourrir les informations d'avant-vente. Et après, effectivement, c'est délivrer la performance et tous les insights que peuvent apporter enfin, les interactions digitales qu'on offre à l'annonceur. D'accord, donc le Donc premier, en reporting. on n'abandonne pas la plaquette, mais on la transforme. C'est-à-dire qu'on passe d'une plaquette qui présente un inventaire à une plaquette qui présente plutôt notre audience, nos forces, Ouais, permet de voilà, bah, c'est quantifier un kit. en valeur et en volume qui est notre public, c'est ça. Pas tant nous, en fait. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai travaillé avec Louison sur les plaquettes à l'époque. Et on y passait quoi? C'était des journées entières consacrées à ces plaquettes. Et je pense que ces journées entières, en fait, elles devraient être plutôt consacrées justement à prendre le temps d'aller voir des annonceurs et de pouvoir bien les comprendre, comprendre leurs enjeux. Et en fait, les deuxièmes rendez-vous, quand tu offres une réponse qui colle à ce que tu es allé chercher en problématique annonceur, bah derrière, en fait, c'est un go-no-go qui est plus facile à aller chercher. Et du coup, parce que quand même la plaquette, c'est quelque chose de très traditionnel dans le sport et dans le sport business. Je suppose que les gens qui nous écoutent ont peut-être des plaquettes dans leur club et des plaquettes comme à l'ancienne, entre guillemets. C'est quoi le risque si on garde ça? Non, mais Parce en que je fait, suppose qu'il y a un la risque plaquette, c'est. visible, il y a aussi un risque invisible. C'est quoi? Il faut garder la plaquette, ça devient un kit média où on met en avant nos forces et on met en avant les différents enjeux auxquels on peut répondre. Après, le risque, en fait, de proposer des packs tout construits, c'est qu'on s'éloigne, en fait, des enjeux marketing des annonceurs aujourd'hui. Euh, c'est en fait le digital nous apporte justement une batterie de droits qu'on peut offrir et travailler avec l'annonceur et qui va lui permettre justement d'appuyer sur des temps forts commerciaux. Et c'est là qu'on pourra qu'on pourra apporter des indicateurs de performance sur le développement des ventes. Et en fait, venir avec un produit tout, enfin, tout fait du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, on est les seuls à offrir ça euh, par rapport à d'autres leviers marketing, la télé, la radio, la presse, etc. On est les seuls dans cette saisonnalité. Donc, en fait, si on persiste dans ces offres sponsoring, en fait, on va créer un fossé qui sera de plus en plus difficile à franchir entre enfin, le budget marketing d'un annonceur et du coup nous qui venons le capter pour lui offrir de quoi répondre à ces enjeux. D'accord. Et alors, la question qui intéresse tout le monde quand même, c'est OK, très bien, cette démarche avec le Stade Rennais, c'est intéressant. Je trouve que les objectifs que tu présentes, ils sont plutôt cohérents. Est-ce qu'il y a déjà des retours? Est-ce qu'il y a déjà des résultats qui sont palpables ou mesurables? Ouais, bah alors je peux pas trop les divulguer, mais en l'occurrence, il y a un travail qu'on a fait qui est en cours, c'est qu'on est allé chercher toutes les entreprises qui faisaient plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui investissaient en publicité. Et on a pu, on est allé chercher la data aussi, hein, ça nous aide en avant-vente. On est allé chercher justement la répartition de ces investissements publicitaires. Et en ayant connaissance de ces entreprises dont le siège était autour de Rennes, en fait, on a pu du coup déclencher, voilà, déclencher des séquences de prospection. Euh, dans l'optique justement de mieux connaître ces annonceurs et de pouvoir aller capter du budget média qu'ils investissaient sur d'autres leviers. Donc là c'est de la prise de rendez-vous. On a déjà vendu des choses avec cette approche du coup digitale. Donc en fait, alors il faut savoir que ça commence toujours par on vend voilà, on commence par faire des petites ventes et après on met en place le process. Et une fois que le process est en place en interne, derrière, on va chercher des outils qui nous aident à automatiser un certain nombre de choses.
En l'occurrence, le Stade Rennais a un outil existant sur la partie réseaux sociaux pour mesurer l'impact et donc, du coup, ça automatise un certain nombre de choses dans le reporting. Maintenant, il y a aussi tous les aspects CRM aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment travaillé, qui sont un lien direct avec les communautés et qui ont plus de valeur, qui ont encore plus de valeur que ce qu'on peut avoir via les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est un travail sur le long terme, mais qui commence à porter ses fruits d'entrée de jeu à partir du moment où, justement, on arrive à capter comme ça des petits budgets. En fait, après, ça doit faire effet boule de neige, quoi. Ok, ok, d'accord. Gros travail sur la data pour le commercial alors, avec repenser les packs. Ok, très bien. Clément, est-ce que tu as toi aussi des exemples sur lesquels vous auriez travaillé sur cette thématique chez Two Circles pour retravailler un petit peu avec les ayants droit? Ouais, on a un exemple live dont je peux pas communiquer le nom du client, mais parler, on va dire, du projet tel qu'il est mené. Et je pense que ça vient d'un constat assez similaire sur le fait que la plaquette traditionnelle était plus suffisamment attractive pour attirer de nouveaux partenaires ou générer des revenus additionnels, parce qu'au final, les assets de cette organisation étaient plus axés justement pour des marques B2C. Et donc, on est arrivé à un constat, c'est en fait que le following, la taille des réseaux sociaux n'était pas suffisant pour que même une valorisation, un ajout de ces assets-là dans les packages génère une plus-value significative. Et donc, on a pivoté justement pour essayer de quel est l'asset digital, data le plus important, ce qui se trouve être la base de données engagée que cette organisation a réussi à créer, qui est, on va dire, au-delà de 100 000 personnes dans une base de données, toute récente, toute qualifiée et engagée. Et du coup, le parti pris et le modèle qu'on a construit, c'est de se dire que pour ajouter de la valeur au package sponsoring, on allait ajouter, on va dire, à des assets, on va dire plutôt classiques, une partie de variables qui va être basée sur la capacité à cette organisation à driver des leads, à driver des clics ou à driver de nouveaux clients directement pour des sponsors. Donc, ce modèle-là permet ensuite d'aller voir ces marques et de leur proposer justement un modèle où l'upside est gagnant-gagnant, où la valeur dépensée par la marque est seulement réalisée dans le cas où les résultats sont atteints. Et donc, il y a une vraie collaboration qui peut se mettre en place. Évidemment, ce modèle s'applique à un type de marque assez dire précis, qui ont un modèle e-commerce, qui ont comme tu disais, comme vous l'avez fait avec le Stade Rennais, qui ont des budgets alloués du média dans le digital. Mais justement, en adoptant ce modèle-là, on permet aussi d'aller toucher ces budgets spécifiques qui sont en général alloués à du performance marketing. Donc c'est un modèle qui sont mis en place qui génère, on va dire, un certain intérêt. On ne peut pas parler de communiqués de deals qui ont été faits parce que c'est assez récent, mais c'est vraiment la direction prise. On était arrivé face à, on va dire, un plafond de verre sur la commercialisation des droits classiques. Et le moyen, on va dire, principal qu'on a rencontré, c'est justement de créer cette partie de variable en s'appuyant sur l'asset le plus important. Et je pense qu'un dernier élément, tu as touché un peu, Pierre, tout à l'heure en parlant d'amplification. Souvent, quand on travaille avec des clubs de taille moyenne, petite, ou des organisations on va dire des petites audiences, en général relativement locales, il y a un moyen d'amplifier, d'aller au-delà de ces audiences-là, qui va se passer en s'appuyant, on va dire, sur les acteurs que vous avez dans votre périmètre. Donc, si on est un club, on va penser en général les joueurs. Souvent, on va avoir des audiences aussi importantes, sinon plus importantes, et un engagement bien plus élevé que ce que le club va pouvoir générer. Donc, être capable de relayer des activations sponsors via les joueurs, tout de suite, va augmenter la valeur délivrée auprès des annonceurs. Ok, donc
Ce qu'on entend de votre discours, Pierre et Clément, c'est quand même qu'il y a beaucoup de data, beaucoup d'enjeux data sur cette thématique du sponsoring 3.0. L'exemple que tu as donné, Pierre, est assez intéressant et surtout, tu l'as nommé. Donc, Clément, c'était intéressant aussi, mais tu nommes pas, on ne l'a pas nommé, on ne peut pas le nommer. Donc, mais il ne faudrait pas non plus que les gens pensent que le sponsoring 3.0, ça reste que des choses réservées au Stade Rennais, qui est un gros club, et que ça reste que des choses qui portent sur la data. Au contraire, oui, la data est une branche qui nous paraît très importante aujourd'hui du sponsoring 3.0, mais il y a aussi une branche du sponsoring 3.0 qui n'a rien à voir, ou alors très peu, avec la data, et qui peut être mise en place par des structures, des clubs dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Et du coup, je vais me tourner vers toi, Louison, parce que tu es l'exemple parfait d'un sponsoring repensé avec le Red Star et d'un sponsoring 3.0, mais qui ne porte pas forcément sur la data. Est-ce que tu peux nous décrire tout le travail de fond que vous avez effectué avec le Red Star depuis ton arrivée au Red Star pour repenser justement cette approche commerciale et ce sponsoring? Oui, bien sûr. Effectivement, comme tu dis, la data, c'est des enjeux très importants pour les clubs de développement. Mais aujourd'hui, ça nécessite aussi de se staffer, soit en externe, soit en interne, pour bien la travailler. Et aujourd'hui, il y a les gros clubs, je vais parler de football, mais ceux qui ont les moyens en Ligue 1 de se faire accompagner ou de staffer des chefs de projet CRM, de l'analyse et tout ça, de dealer avec des logiciels également pour traiter toute cette data. Aujourd'hui, je pense que la majorité des clubs de second niveau, Ligue 2 ou même sur d'autres sports où il y a moins de revenus, il est plus compliqué. Et on n'a pas forcément, il y a quand même encore trop une logique du court terme dans ces clubs et c'est difficile de se staffer et d'aller chercher des moyens là-dessus. Par contre, il est possible de repenser l'offre sponsoring. Effectivement, comme vous disiez en introduction, je pense que l'ère du panneau sur un stade sans y raconter quelque chose est révolue. Elle existe toujours, mais c'est plus la tendance. Et aujourd'hui, on tend pas là-dessus. Nous, ce qu'on a fait au Red Star, c'est assez simple au final. On a fait le constat il y a 2 ans, 2 ans et demi, avec une feuille de route et un cadre bien identifié par notre présidence, feuille de route 2024, où volonté de développer nos infrastructures, un centre d'entraînement, un nouveau stade, de remonter, dans l'élite du football français, donc Ligue 2, puis à terme, une fois que le nouveau stade Bauer sera sorti de terre en courant 2024-25, se donner la chance de monter en Ligue 1. Avant ça, le constat, le club il est en national, 3e division. Il y a une faible exposition TV, c'est-à-dire que nous, on a tourné cette année, je crois, 3 matchs sur Canal Plus Sport à 18h à lundi soir ou 19h. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus belles audiences entre 2 matchs de Première Ligue. Sinon, des audiences sur FFF TV en streaming où en moyenne, on tourne entre 5 et 10 000 aficionados. C'est vraiment tes cœurs fans souvent qui suivent ça, ceux qui ne sont pas au stade ou sur des matchs à l'extérieur. Voilà. Des audiences digitales, des belles audiences, des belles communautés, mais rien à voir. Et on voit que dès qu'on fait un step d'une division par rapport à la Ligue 2, il n'y a rien à voir. On augmente tout de suite les bases, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur tout ce qui est l'embasement sur des newsletters. Par contre, donc du coup, difficile à vendre à un sponsor, à aller vendre du sponsoring, comme tu l'appelles 2.0, avec de la visibilité, de la notoriété, du trafic et tout ça. Par contre, du coup, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de bien? Aujourd'hui, on a une belle image de marque basée sur des valeurs sociales. On met en avant la diversité du club, tout ce qu'on fait autour, sur la partie notamment mécénat. Et nous, on a une entité au sein de l'association qui s'appelle le Red Star Lab. On développe des ateliers tout au long de l'année pour nos 700 licenciés, nos jeunes, où on leur permet d'accéder à la culture et toucher à
à des métiers, à des, je vais dire, des activités qu'ils n'auraient pas l'occasion. Je vais dire de la photo, du théâtre, l'éloquence, tout ça à travers le prisme du football toujours. Et ce Red Star Lab a une belle notoriété. Il est actif depuis 12 ans maintenant, depuis que Patrice Haddad a repris le club. Donc, c'est environ une centaine d'ateliers qui ont été faits. C'est comment on en tire de la valeur et comment on le monétise. Aujourd'hui, c'est notre tête de gondole. Ce n'est pas les résultats du national. Ça fait 3 ans qu'on végète en 3e division. Pour tout le respect que j'ai pour nos concurrents, Concarneau, Béziers une année, Châteauroux et tout ça, ça attire pas non plus des foules. On est sur des audiences et des affluences stades aussi réduites à notre niveau parce que en reconstruction, Bauer peut attirer que 3000 personnes. Donc, on va tout capitaliser sur ce qui fait parler de nous aujourd'hui et monter un package à la base mécénat. Mais on sait que par le mécénat, les contreparties sont quand même limitées. Aller rencontrer des marques pour soutenir l'association et nos projets de développement et d'accessibilité à la culture via le prisme du football. Et ensuite, ces marques-là, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, toutes les grosses boîtes du CAC 40 ont des fondations, ont une volonté de faire autre chose que de la com traditionnelle et de soutenir des actions dans le sport, dans la culture. Nous, on a la chance de croiser les deux et on va aller leur présenter le projet. Au final, on a réussi à attirer pas mal d'annonceurs sur ce prisme-là et de les rebasculer dans un second temps en sponsoring parce que ces marques-là souhaitaient faire plus communiquer sur ce qu'ils ont fait et continuer l'histoire avec le club. Donc, par le prisme du mécénat, par le prisme de nos actions sociales, on a réussi à attirer des annonceurs au niveau sponsoring. Ça, je prendrai 1 ou 2 exemples ensuite. Ça, c'est la première chose. Et une fois que ça marche bien, c'est comment on le fait savoir, comment on le médiatise. Et l'idéal, ce que le Red Star a réussi à faire depuis 3-4 ans, c'est de s'associer avec un média qui a les mêmes valeurs, qui va toucher sa cible de supporters, mais aussi aller plus loin également. Et dans le partenariat qu'on a monté avec Vibes depuis 4 ans, qui a eu différents niveaux. Au début, ils étaient sur le maillot. Aujourd'hui, ça ne répond plus aux logiques économiques du club et non plus de Vibes parce qu'ils sont en mutation également à leur niveau. C'est comment utiliser ce média au quotidien au niveau du partenariat pour valoriser toutes les actions. Et du coup, se servir, eux, de leur communauté, qui est, je vais dire, beaucoup plus importante que la nôtre, que ce soit en France ou à l'étranger, pour faire savoir toutes les actions qu'on fait, développer l'image de marque du club et potentiellement attirer des annonceurs en France ou même plus loin à l'étranger. On a un petit exemple et qu'on a réussi, une marque qu'on a réussi à attirer par un lab à la base qu'on a médiatisé, qui est Footlocker, par un déplacement que les jeunes, notre équipe réserve, a fait à l'étranger. Et de fil en aiguille, on a rencontré la marque, le siège Europe. Et aujourd'hui, c'est redescendu au niveau de la France. Et Footlocker, est un des plus gros mécènes du Red Star Lab et sponsor du club parce qu'ils accompagnent tout ce dispositif au quotidien depuis 2-3 ans avec des thématiques. Exemple, les dernières, toute une activité pendant les vacances de février dernier autour du parallèle entre la danse et le football. Une activité sur l'upcycling où eux, ils ont trouvé de la cohérence par rapport, et aussi c'est un besoin de ces marques-là de répondre aussi à leurs attentes, à l'upcycling. Donc, comment on réutilise d'anciens tissus pour créer des collections et en faire aussi des produits business dans un deuxième temps au niveau merchandising. Donc, comment on arrive à croiser les genres et les activités. Ce que disait un peu Pierre tout à l'heure, c'est créer le besoin et répondre aux attentes des annonceurs. C'est ce qui permet derrière d'aller chercher des packages ou des budgets à forte valeur ajoutée pour les clubs, qu'ils soient en première division à jouer la Champions League ou être en championnat national. C'est la même. Il faut écrire l'histoire et créer la valeur. D'accord, merci Louison. C'est hyper intéressant parce que là, ce que tu es en train de nous dire concrètement, c'est qu'il faut accepter parfois ses faiblesses. Certes, aujourd'hui, le Red Star a beau être un club historique, avec une notoriété, tu le dis toi-même, la visibilité que vous pouvez offrir à vos partenaires sur du
du sponsoring 1.0, donc de visibilité et de notoriété est quand même réduite, et vous l'acceptez. Le fait d'avoir des communautés grandes sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas le PSG encore. J'espère pour vous que vous le serez un jour, mais vous ne le serez pas. Donc c'est vrai que c'est dur de se mettre en concurrence par rapport au gros. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est que c'est pas parce que sur ces données de volume, vous êtes moins performant. On peut quand même être bon, être le meilleur sur son truc à soi, quoi. C'est ce que vous avez fait. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez fait et ce que tu viens de dire, c'est que vous avez trouvé ce qu'on appelle en marketing, c'est votre proposition de valeur unique. Vous avez trouvé votre force à vous, et c'est là-dessus que vous avez taffé, quoi. C'est vraiment l'aspect de marque. On cherche notre force à nous et on creuse ce sillon. C'est ça la clé du succès pour vous. Ouais, exactement. Et puis pour continuer à étayer mes propos, c'est voilà, la rentrée, la monétisation, le développement commercial est passé par le mécénat sur les 2 premières, je vais dire, saisons, en tout cas depuis 2-3 ans. À un moment, on arrive aussi à comment, au-delà du mécénat, on capitalise sur tout ce qu'on a construit pour aller chercher directement, je vais dire, des budgets sponsoring. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est sur des cycles de vente assez longs. Donc, ça prend du temps. Le taux de signature, il n'est pas de 100%, loin de là. Donc, c'est aussi accepter de prendre des risques, de passer du temps sur des dossiers sans pour autant closer, dans une logique où chaque club a besoin de revenus, a besoin de son service commercial pour, valider ses budgets notamment. Et la saison dernière, donc en voulant capitaliser sur cet aspect social, on s'est dit, voilà, on n'avait plus de face avant. C'est quand même la tête de gondole de n'importe quel club, que ce soit basket, volley, c'est le sponsor principal, le plus visible. Comme je disais, ça rend plus la collaboration avec Vibes change, toujours partenaire du club, mais plus sur le maillot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher une marque classique, lambda, nationale du territoire pour afficher un sponsor? On essaie de continuer avec cette cohérence sur l'aspect, tout ce qu'on a développé social et qui correspond aux valeurs du club. Et en fait, en regardant, ça a été marrant, mais en regardant avec un de mes collègues le Vendée Globe et ce qu'a fait LinkedOut et Advance sur le dernier Vendée Globe, j'ai dit, tiens, c'est une superbe idée quand même de cet asso qui correspond bien à nos valeurs, qui est basé sur Paris et qui a une volonté de s'étendre sur je vais dire, l'Île-de-France et notamment le 93, qui est un territoire dépourvu où il y a un gros besoin d'associations qui font du lien social et qui remettent les plus démunis sur le marché du travail. Cette asso, elle nous plaît bien, elle est cohérente avec nos valeurs et le modèle est plutôt intéressant. On va aller les rencontrer. On les a rencontrés, ça a matché direct. Eux, le Vendée Globe, c'est un temps de communication de 2-3 mois. Derrière, ils n'avaient pas forcément d'autres choses et pensaient à l'après-voile, où c'est une communication, une route du Rhum une fois par an et tout ça, mais c'est assez restreint. Et en fait, on leur a proposé de monter le même modèle, de s'associer ensemble et d'aller chercher un annonceur qui financerait leur visibilité sur notre maillot. Et de fil en aiguille, acteurs de réinsertion dans le milieu du travail, qui on pourrait aller voir. On a ciblé méthode de prospection assez classique, mais quels étaient les gros acteurs sur le marché du travail, de l'intérim, du travail temporaire. On est allé rencontrer Randstad, qui a quand même une politique sociale et RSE bien identifiée avec son institut, en leur proposant, voilà, on peut vous apporter un sponsoring différent. Vous voulez communiquer dans le sport. Votre siège social est sur le 93. Il y a une volonté de s'associer au JO. Ils sont depuis devenus supporters officiels. Plusieurs clubs, plusieurs partenariats montés avec des clubs en local et au niveau national à tout niveau ces 2 dernières années. Nous, on vous apporte quelque chose de différent sur lequel vous allez pouvoir capitaliser sur des valeurs, pas juste sur la visibilité dans les stades, faire des hospices avec vos agences régionales, mais communiquer sur ce que vous êtes, sur réinsérer des gens dans la société, mettre aussi des ressources, parce que pour eux, c'est important de mettre
auprès de leurs collaborateurs des ressources pour travailler sur ce projet-là. Et c'est un match direct, c'est-à-dire que Randstad est le sponsor principal du club, du Red Star, sans apparaître. C'est-à-dire qu'ils donnent leur visibilité à LinkedOut. C'est une boîte qui a une visibilité internationale, donc je ne vais pas dire que le sponsoring, la visibilité sur Red Star est minime par rapport à ce qu'on aurait pu leur apporter. Par contre, leur investissement sert à pousser une association. Et voilà, par des modèles un peu hybrides comme ça, on arrive à faire les choses différemment, à rester sur notre ligne directrice qui est le territoire, nos valeurs, et à continuer à développer nos revenus commerciaux, qui sont très importants, comme je pense tous les ayants droit qui doivent être dans le webinaire, mais il y a toujours une problématique de revenus au sein des clubs. Il faut toujours signer plus, c'est notre boulot. C'est le nerf de la guerre, et on en reste bien conscient. Bon, merci Louison, parce que ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est hyper intéressant, c'est aussi ça, c'est construisez, trouvez vos valeurs, trouvez votre force à vous. Alors faites toujours attention, hein, il faut être peu opportuniste sur ces choses-là. Hein. Le Red Star, ils n'ont pas inventé leurs valeurs, elles étaient déjà là, ils les ont juste bien identifiées et ils les ont bien mises en valeur. Des valeurs. Et c'est aussi un des points, alors avant de passer la parole à Marie, c'est un point qui est assez important aussi, Louison, et quand tu parlais de Vice, c'est au-delà de faire les choses et de les faire bien comme vous les avez faites, c'est aussi qu'il faut faire savoir qu'on fait les choses bien. Il y a un aspect très important de la communication de ce que vous faites pour les clubs qui ont une visibilité moins importante. Vous pouvez vous démarquer, mais il faut le faire savoir et il faut beaucoup communiquer là-dessus. Merci Louison. Marie, alors juste pour les participants, il y a un autre sondage qui est sur la partie sondage. Vous pouvez justement vous dire si vous pensez que vos produits actuels dans votre club répondent à ces enjeux et ces nouveaux enjeux. Je vous laisse aller répondre et je passe tout de suite la parole à Marie parce que oui, là, on est en train de parler de sponsoring 3.0 depuis bientôt maintenant 45 minutes. Ça va toucher à sa fin. Mais il y a certainement beaucoup de personnes qui se posent une question parce qu'on n'a toujours pas parlé de Web3, de NFT, de blockchain, de métaverse, alors que je suppose qu'il y a dans l'esprit de chacun un fantasme, des attentes peut-être élevées au niveau de ces termes. Marie, c'est la spécialité justement de Dorse Sport, cette thématique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces opportunités, ce potentiel? C'est vraiment fantasmé ou c'est réel? Bien sûr, je vais vous en parler. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de la même manière qu'on a évoqué le passage du sponsoring 1.0 au sponsoring 2.0 et maintenant au 3.0, on voit que tout est en continuité et qu'on ajoute des briques les unes après les autres sans rejeter ou abandonner ce qui se faisait auparavant. C'est un petit peu la même chose quand on passe du Web 1 au Web 2 au Web 3. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans la technique et la technologie maintenant, ce n'est pas l'intérêt. On va parler tout de suite des cas d'usage et des choses qui se font très bien ou moins bien dans le sport, mais peut-être pour juste donner quelques éléments sur la logique entre le Web 2 et le Web 3. Le Web 2, c'est ce qu'on connaît actuellement, c'est un Internet centralisé qui est dominé par les GAFA, dans lesquels on peut aller à la recherche d'informations, avoir des interactions entre nous, mais qui passe nécessairement par un intermédiaire. Le Web 3, c'est un ensemble d'applications et de plateformes qui sont décentralisées, qui se basent sur une technologie blockchain, et qui est un petit peu un Internet ouvert à tous, qui est construit sur des protocoles qui sont en open source, donc n'importe qui peut contribuer au développement de ce nouvel univers. Et il s'axe sur différents principes qui sont la décentralisation, la sécurisation et le contrôle des données, et la désintermédiation. Pour donner un petit exemple qui n'est pas du sport, mais qui permet de comprendre facilement ce changement un petit peu de paradigme, on peut prendre le cas des créateurs de contenu qui, à l'heure actuelle, vont potentiellement sur YouTube, Instagram, mettre leur contenu et pouvoir être rémunérés par la plateforme en fonction de la performance de certains de ces contenus. Dans le Web 3, les consommateurs de ces contenus vont pouvoir décider directement de la rémunération qu'ils vont pouvoir donner à ces créateurs sans passer nécessairement par des plateformes qui vont faire un intermédiaire et décider de combien on donne à qui. Donc, c'est un petit peu ce changement de paradigme. Maintenant que j'ai dit ça, le Web 3, finalement, c'est
un nouveau terrain de jeu et une nouvelle boîte à outils pour les acteurs du sport, les marques et l'intégralité en fait des parties prenantes auxquelles on peut avoir, avec lesquelles on interagit pour faire différentes choses. La première, c'est renforcer le lien et l'engagement avec leurs audiences et leurs fans. Donc en fait, tout ce dont Pierre, Clément, Louison viennent de parler, le Web3 va être un nouvel outil et des nouvelles activations possibles pour pouvoir toujours renforcer le lien avec les marques, avec les audiences et les fans. C'est un outil qui permet d'aller conquérir de nouveaux territoires, puisque quand on parle de métaverse, finalement, c'est un nouvel univers digital dans lequel on peut faire de nouvelles choses, explorer de nouvelles activations. Et aussi, et comme l'a dit Louison, finalement, c'est un petit peu le nerf de la guerre, développer de nouveaux revenus, même si ce n'est pas forcément l'objectif premier qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans une stratégie Web3. Il est essentiel quand même qu'on ait en tête que ça va pouvoir générer de nouveaux revenus, soit sur des lignes de business existantes, soit sur des nouvelles lignes de business qui vont nécessiter de structurer des équipes et d'aller plus loin dans le développement de ce Web3. On va rentrer dans le concret peut-être et donner quelques exemples de choses qui se font. Oui, exactement. Oui, je voulais te demander d'ailleurs, je voulais t'interroger parce qu'on a vu il y a une semaine ou deux que la Liga espagnole de football lançait sa métaverse en disant la métaverse pour mes fans et pour mes partenaires. En fait, ils veulent faire quoi? Quelles sont les opportunités qui cherchent à s'ouvrir concrètement? Justement, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu globalement ce qui se fait et ça se construit par différentes briques, si vous voulez. Il y a 4 concepts clés dans le Web3 qui sont utilisés dans le sport. Les NFT de collection, qui sont... alors, les NFT, qu'est-ce que c'est? C'est un actif numérique unique, non fongible, qui atteste d'un droit de propriété. Quand j'ai un NFT, j'ai un actif digital et on peut attester de mon droit de propriété dessus. On sait à qui il appartient. Ça peut appartenir à une seule personne à un seul moment. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas le répliquer, on ne peut pas le dupliquer. Je suis le seul détenteur de ce NFT qui a des avantages associés. Et si jamais tu as un NFT, j'ai un NFT et qu'on se les échange, ils n'auront pas forcément la même identité, pas forcément la même valeur, pas forcément les mêmes avantages derrière. Et donc, c'est un principe d'unicité. Dans le sport, il y a 2 gros principes de NFT de collection comme ça qui existent. Il y a ce que fait notamment la NBA avec NBA Top Shot, que vous avez peut-être pu voir. C'est une plateforme qui permet aux fans de collectionner, échanger, posséder des moments vidéo, soit historiques de la NBA, soit de la saison en cours. Et puis, en fonction des moments dont on va disposer, on peut avoir des avantages si on a, par exemple, les meilleurs shooters d'une soirée et qu'ils sont tous dans notre portefeuille de NFT, on va pouvoir avoir des avantages en plus. Si c'est pas de la vidéo, ça peut être de l'image, et c'est ce qu'on a vu un petit peu avec le boom de Sorare ces derniers temps, donc des cartes à collectionner sur le modèle des cartes Panini, où on va pouvoir essayer de constituer son 11 et d'avoir l'intégralité des cartes, soit de notre équipe favorite, soit au niveau d'une ligue, c'est ce que fait la Liga par exemple, avec des principes à la fois de rareté différentes en fonction des niveaux de cartes qui vont permettre de pouvoir jouer sur l'échange et la spéculation finalement, puisqu'il y a quand même un côté financier derrière, mais aussi un aspect de gamification, parce que ça s'appuie sur de la fantaisie. Donc, on va essayer de constituer son meilleur... donc, ce n'est pas un 11 dans Sorare, c'est le 5, mais sa meilleure équipe, et qui sont souvent associés à des avantages dans le monde réel, puisque on va en parler un petit peu plus longuement, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir des vrais avantages dans le monde réel et des vraies utilités. La deuxième facette de ces NFT, c'est des NFT avec une approche plus artistique, plus crypto-native, où on va faire des drops à un moment fort de la vie de son club ou de sa saison, avec une approche un petit peu plus artistique, et se dire, on va marquer un moment fort de notre activité. C'est ce qu'a pu faire, par exemple, l'Open d'Australie, où ils ont fait plus de 6000 NFT à l'effigie d'une parcelle du court de tennis. Et puis, en fonction de NFT qu'on possédait, s'ils représentaient un des coups gagnants d'une des finales, on avait des avantages en plus. Au-delà des NFT, il y a autre chose qui se développe pas mal, ce sont les fan tokens. Donc ça, c'est plutôt le modèle de Socios.
mais d'autres aussi qui se lancent, qui sont en fait, un club va générer sa propre crypto-monnaie finalement. Et ça reste un NFT. Ça reste un NFT. La différence, c'est que un fan token, on peut finalement se l'échanger si, en fonction des droits qui sont associés derrière, on peut décider qu'une certaine catégorie de ces fan tokens ont exactement les mêmes droits. Donc, si on se les échange, ça ne change pas grand-chose. On peut le vendre et puis ça nous donnera quand même les mêmes droits. Mais ils peuvent aussi être associés à des utilités derrière et à des vrais droits de participation dans la vie du club. Et c'est un petit peu ce qui a pu être décrié, notamment en Angleterre. Finalement, les droits qui étaient associés à la détention de ces tokens étaient un petit peu gadget, de choisir la couleur du brassard, une affiche à l'extérieur du stade, etc. Ça reste assez superficiel finalement, alors qu'il y a d'autres initiatives qui se développent. Par exemple, le mois dernier, il y a l'Élan Béarnais qui a lancé son token. Et donc, le but, c'est de contribuer au développement du club et à financer le club avec ces tokens qui sont émis et commercialisés. Mais l'intégralité des détenteurs de ces tokens vont pouvoir élire un membre qui va siéger au conseil d'administration, donc avoir un réel pouvoir de décision sur la vie du club, avoir un accès en privilégié à tout le complexe immobilier qui se développe autour du club, puisque l'ambition, c'est de faire un petit peu ce qui s'est fait comme autour de l'OL et du Groupama Stadium, un énorme complexe sportif, divertissement, santé, performance. Et donc là, les détenteurs du token de l'Élan Béarnais auront une priorité d'accès à ces nouvelles infrastructures immobilières. Et le but, c'est de pouvoir développer petit à petit des réels avantages et des réels pouvoirs de décision sur des choses qui ne sont pas des gadgets. Et le dernier sujet qui est un petit peu en vogue, c'est le métaverse, qui est ce nouvel espace numérique immersif qui est basé sur différentes technologies qui sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le gaming, les crypto-monnaies, les NFT. Finalement, tout se retrouve un petit peu dans ce nouvel univers avec une approche gaming assez forte. Le but, c'est de pouvoir jouer, échanger, avoir des expériences un petit peu innovantes qui permettent d'engager toujours plus sa base de fans et des parties un petit peu showroom 3D ou interaction directe avec les utilisateurs. Et là encore, l'Open d'Australie l'a fait avec un land sur une plateforme qui s'appelle Decentraland, où il y avait à la fois un cours de tennis virtuel qui était reproduit, qui diffusait des matchs live et des matchs historiques, mais aussi un store Ralph Lauren. Donc Ralph Lauren, qui est un des partenaires de l'Open d'Australie, avait un store 3D où on pouvait voir un petit peu des produits, et un ballpark qui était cette fois présenté par Emirates, qui est un autre partenaire, où il y avait vraiment de la gamification et un jeu avec, on retrouve les raquettes qui sont cachées dans ce land, et ça nous donne un certificat de participation et de présence sur l'Open d'Australie. Et un dernier usage, c'est celui de la blockchain en lien avec la billetterie, et donc la sécurisation de la billetterie, et la lutte un petit peu contre la fraude et contre certains problèmes auxquels on a pu assister dernièrement, notamment à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, et donc qui peuvent peut-être venir proposer des solutions. Maintenant que j'ai dit tout ça, ce dont on se rend compte, nous, c'est qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent, pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, et comme je vois le temps qui défile, je vais aller peut-être droit au but. L'essentiel, et ça va en continuité avec ce qu'ont dit les garçons avant, c'est de penser à ses audiences et d'inscrire sa stratégie Web3 en continuité avec sa stratégie globale. Nous, quand on va voir nos clients, la première chose qu'on leur demande, c'est quelle est leur stratégie et comment le Web3 peut venir servir cette stratégie. On ne fait plus des drops pour faire des drops. Ça, c'est des choses qui marchaient l'année dernière parce que c'était nouveau. Maintenant, il faut qu'il y ait une réelle utilité. Il faut qu'on pense réellement à notre base de fans et à ce qui va les intéresser et comment on va toujours pouvoir les engager encore plus. Et surtout, quand on se lance dans un métaverse ou dans un univers un petit peu digital, il y a des choses auxquelles il faut penser, c'est ne pas penser qu'au digital et toujours créer des expériences en lien avec la vie réelle et ne pas essayer de répliquer, au contraire, ce qui se fait dans la vie réelle dans le monde digital. Ça ne servira à rien et il faut chercher à être vraiment innovant, à repenser sa manière de s'engager avec ses fans. Et voilà. Ok, donc ouais, ça c'est
Premier conseil à donner aux gens. Mais ce que je retiens quand même, c'est important que tu reviennes dessus parce que ceux qui nous écoutent peuvent avoir une vraie inquiétude par rapport au Web3 parce que certes, on a eu une période d'euphorie avec les crypto-monnaies et ainsi de suite. Et je crois d'ailleurs qu'il y aura des questions à ce niveau-là, au niveau des crypto-monnaies pour toi, Marie, après. Il y a aussi, il faut être honnête, le fan token n'a pas très bonne presse partout, mais tu l'as dit, le but, c'est vraiment de donner un vrai avantage à l'utilisateur, aux fans. Mais ce que tu nous dis quand même aussi, c'est que le potentiel n'est pas mort dans l'œuf. Il y a quand même, malgré les sursauts un petit peu du marché, il y a du potentiel. Et je trouve qu'il y a une citation très intéressante qui a été faite hier par Mark Cuban, qui est propriétaire de la franchise des Dallas Mavericks par rapport à cette baisse des crypto-monnaies. Il a dit, vous savez, c'est quand la marée baisse, c'est là où on voit qui nage à poil. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'aussi on va voir là qui sont les acteurs sérieux ou non du marché, mais on n'est pas sur un marché qui est en train de mourir. Non, peut-être un marché qui va être en train de s'affiner, de se purifier, quoi. C'est un peu ça, mais il y a vraiment du potentiel, c'est ce que tu nous assures. Oui, nous, notre conviction finalement, c'est que le Web3, on en est un petit peu là où on était sur le Web 2 à la fin des années 90, début des années 2000 finalement, où on ne comprenait pas forcément tous trop comment ça se passait. Il y avait pas mal de réticences. On a eu l'exemple hier de un client qui nous disait oui, mais à l'époque où il fallait que je télécharge mon billet Air France sur mon téléphone, ça ne me plaisait pas, j'avais peur et donc du coup je l'imprimais quand même. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Parce qu'on parle beaucoup de la technologie qui est derrière, et donc il y a quand même un pas pour comprendre la technologie et les sous-jacents qui sont derrière. Ce dont on est persuadé, c'est que le Web3 va être amené à se développer parce qu'il a une réelle utilité dans la manière d'interagir et de décentraliser justement les interactions entre les uns et les autres, et que dans quelques temps, on parlera même plus de NFT, de métaverse et de Web3, on parlera seulement des usages et de l'interaction que ça permet, des nouvelles expériences que ça permet, des récompenses que ça permet finalement quand on est détenteur d'un token, et du vrai droit de participation qu'on va pouvoir avoir dans la décision, dans la vie de nos clubs. Et donc, pour les sponsors et les annonceurs, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités. La première phase qu'on a vue plutôt l'année dernière d'acteurs du Web3 qui viennent sponsoriser finalement des clubs ou des initiatives dans le sport, ça, il faut un petit peu commencer à le déconstruire justement parce que là, avec la tendance un petit peu à la baisse du cours des crypto-monnaies, on se rend compte effectivement que on va voir qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui est robuste. Mais il y a eu une petite déception de la part de ces acteurs Web3 parce que ce qu'ils disaient et ce que disait Pierre notamment tout à l'heure, il faut vraiment aller chercher l'utilité et travailler sur ces audiences, bien les connaître, savoir leur comportement. Et nous, c'est une des premières questions qu'on pose à nos clients. Quelles sont vos audiences? Quel est l'état de votre base de données? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Pour pouvoir voir un petit peu où est le potentiel. Pour les acteurs plus traditionnels, les clubs et les sponsors du Web 2, il y a plein d'opportunités aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut y aller ensemble. On accompagne par exemple le RCT, et donc on a réfléchi avec le RCT à toute une stratégie Web 3 qui englobe aussi les partenaires pour voir comment on peut les aider à se développer tous ensemble dans ce nouvel écosystème. Ok Marie, merci pour ces conseils. Donc le conseil, toi, très clair, c'est ne vous lancez pas sans savoir vers où vous allez et sans savoir ce que vous voulez faire. Ok, ça paraît plutôt logique, mais bon, on sait que ça n'a pas été respecté par tout le monde. Là, le webinaire touche à sa fin. Je pense qu'il y a plein d'interrogations chez les participants. Je vais me tourner vers Pierre, vers Louison et vers Clément. Quels sont, vous, les conseils concrets, très, très rapidement, que vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent? Clément, je vais commencer par toi. Oui, pardon, je me sors du mute. Tout simplement, je pense qu'on a vu les questions sur le chat, on parle beaucoup de petites, moyennes structures, et je pense que plutôt que d'aller dépenser des centaines, des dizaines de milliers d'euros pour développer la taille de vos réseaux, je pense que le cœur, comme on dit beaucoup, c'est se concentrer sur sa communauté, son lien local, en essayant de développer des connexions
en direct avec vos fans, avec ceux qui se trouvent autour de vous, parce que c'est là où, en général, vous allez trouver vos forces. Donc, collecter de la data, nourrir avec des contenus de qualité pour pouvoir derrière vous associer avec des annonceurs partenaires qui vont vouloir s'appuyer sur vos contenus pour, eux, générer du business. C'est vraiment la clé. Avant d'aller chercher à mesurer, valoriser tous vos posts, je pense que le cœur, le début, il se trouve là dans cette partie, dans cette communauté locale, cette création de liens et collecte de données. Ok, donc on se concentre sur ses forces. Louison, c'est vraiment ce que vous avez mis en place au Red Star. Donc le conseil que donne Clément, tu ne vas pas répéter, mais en tout cas, tu te sens concerné. Pour le coup, au-delà de cet aspect de se concentrer sur ses forces, toi, quel conseil concret tu donnerais à ceux qui nous écoutent là pour tout de suite aller vers ce nouveau sponsoring? Après, comme je ne vais pas répéter ce qu'a dit Clément, effectivement, mais trouver et créer de la valeur réellement. Et cette valeur, elle peut être dans le Web3, dans le métaverse, sur le territoire, à l'intérieur du club en lui-même depuis une dizaine d'années, aller chercher et pas avoir peur de s'y risquer. Ok. Parce qu'on est toujours dans des modèles assez standards. Il faut faire comme les gros fonds ou de telle façon, mais au final, ne pas avoir peur de se lancer. Si on se plante, ce sera un échec, mais je vais dire, au final, il faudra juste réajuster le gouvernail, mais ne pas avoir peur aussi d'innover. Ok, donc il faut… Si je peux juste rebondir, parce que c'est un élément super important que ils ont fait et par rapport à leur proposition, ils ont trouvé justement leur point fort et c'est d'ailleurs un modèle qu'on peut répliquer pour de nombreux sponsors sur lequel ça demande du temps peut-être au début pour trouver, mais une fois qu'il est là, d'ailleurs, c'est quelque chose qui permet de facilement séduire de nouveaux annonceurs. Ok, merci. Donc merci Louison, merci Clément. Pierre, toi, Yes. co-organisateur de l'événement, le mot de la fin est pour toi. Sur les conseils, c'est quoi le conseil que tu veux donner aux gens qui nous écoutent? Moi, le premier conseil, qui est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez facilement, c'est déjà de cartographier en fait les différents contenus que vous offrez déjà à vos audiences, que ce soit via les réseaux sociaux, via votre CRM si vous en avez un, via votre site web ou votre application, et de faire la démarche de connaître les contenus qui marchent le mieux, et ensuite d'intégrer un ou plusieurs commerciaux et de se dire, bah, tiens, quel annonceur on a envie d'avoir sur ce type de contenu. Et je pense que la transversalité entre les différents services, d'avoir ces petits moments comme ça va déjà être un premier pied à l'étrier. La deuxième chose, c'est la valorisation. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai en souvenir, en fait, un directeur commercial qui me disait, maintenant que tu m'as donné un peu les standards de marché sur combien vaut mon poste, combien vaut mon audience, bah, ça me donne de la confiance vis-à-vis d'un annonceur avec qui je peux discuter digital, avec qui je peux discuter data. Donc, c'est important aussi de mettre une bonne valeur sur l'ensemble des contenus que vous proposez à votre audience, pour qu'ensuite vous puissiez les discuter devant les annonceurs. Et auparavant, on avait tendance à dire que le digital habillait la mariée, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le digital qui a une grande valeur en fait de votre inventaire sponsoring. C'est la Et mariée. du coup, le troisième, ouais, moi j'entendais souvent. Et le troisième conseil, ce serait d'écouter les annonceurs, de connaître un peu où ils investissent le marketing, ce qu'ils pensent aussi du club, du sport, parce que c'est eux aussi qui peuvent avoir la réponse. Voilà, d'être vraiment dans une phase d'écoute pour récolter un max d'infos sur ce qu'ils font déjà, sur leur ambition, leurs projets, leur raison d'être, parce qu'on a des belles choses à offrir dans le sport. Et je rebondis sur une question de Théo tout à l'heure qui se disait, bah, tiens, pour une marque B2B, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, c'est un super jeu, enfin, un super terrain de jeu en fait, hein, pour une marque B2B. Le sport, ça peut les aider justement à construire un récit narratif autour de leur marque, autour de leurs produits. Ça peut les aider justement à appuyer la marque employeur, pour fédérer en fait des équipes derrière un projet. Et donc B2C, B2B, on a des super produits à offrir et des territoires d'expression à donner à chaque annonceur sur le territoire. Donc voilà les 3 points en mot de la fin, si j'ai pu synthétiser. Ok. Et
petit aparté. Marie, il y a eu beaucoup de mouvements autour du web 3 et je pense que ça mériterait presque une thématique webinaire. On va Ouais, faire je vais vous un laisser. webinaire dédié. Ouais, Je vais vous pense, laisser d'ailleurs les intervenants à aller voir dans le chat les questions qui vous ont été directement posées. Je vous laisserai aussi potentiellement prendre la parole sur ces questions pour y répondre, parce qu'au-delà des gens qui sont dans le chat à qui vous avez répondu directement, il est peut-être intéressant aussi de partager. Bon, moi, je vais conclure ce webinaire, en tout cas nos prises de parole, et puis je vais vous donner aussi un conseil à ceux qui sont en train de nous écouter. Je dis toujours quelque chose qui choque parfois, mais je trouve que c'est important de le comprendre et ça correspond à la thématique, c'est que les sponsors n'existent pas. Et il faut, dans votre démarche commerciale, c'est certainement la première chose qu'il faut que vous appréhendiez pour aller justement vers ce nouveau sponsoring. Les sponsors n'existent pas. Vous ne devez pas chercher des sponsors. Parce que je vais être honnête avec vous, il n'y a aucune entreprise qui se crée avec une mission d'être sponsor. Ça n'existe pas. Le sponsoring est pour eux un outil. Donc, vous devez trouver des entreprises que vous allez pouvoir aider grâce à votre outil de sponsoring. Et donc, forcément, ça va vous obliger à aller travailler des datas, à aller travailler vos valeurs. Mais la première chose à comprendre, c'est ça. Et mettez-le, placardez-le sur vos murs, envoyez-moi des photos quand vous l'aurez fait. Les sponsors n'existent pas. Ne cherchez pas des sponsors, cherchez des entreprises que vous allez pouvoir aider, quelque manière que ce soit. Eh bien, écoutez, on va passer aux questions. Oui, Ouais. Pierre? Alors juste, ouais, Nicolas, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Ouais, évidemment, je ne peux que valider ce commentaire. J'ai parlé pas mal d'études en fait dans la partie, dans la première partie qui du coup introduisait en fait le sponsoring 3.0. On vous enverra un lien vers un questionnaire de satisfaction. C'est 5 questions très très courtes, mais qui nous permettent justement d'améliorer aussi ce type de format. Et en fait, si vous me laissez votre adresse mail, moi, je vous envoie les slides justement d'études qui permettent de justifier en fait de cette mouvance du fan qui consomme le sport et de cette mouvance aussi des enjeux marketing des annonceurs. Et comme ça, vous aurez justement cette matière en répondant au questionnaire et je vous le mets dans le chat pour ceux qui sont encore parmi nous. Alors, je crois que, Louison, il y a eu quelques questions pour toi sur le Red Star. Je ne sais pas si tu y as répondu directement, je n'ai pas vu. Ouais, On je vais dirait comment répondre vous faites le lien. à 2, 3. Après, je pourrais. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à celle-ci, mais on avait une question de Simon qui demandait comment vous faites le lien au Red Star, le lien financier entre le mécénat Et je viens du juste de Red le Star faire. Lab. Ce Tu as que- déjà répondu? Ouais, ce que je disais, c'est qu'une partie pour nous, mécénat, pour financer le projet en tant que tel. Et s'il y a une grosse valorisation com ou médiatisation en fonction, on a des labs plus ou moins importants et tout ça. Une partie communication qui est sur un contrat sponsoring. Après, il peut y avoir du sponsoring sur l'association aussi. Des contrats de sponsoring sur l'asso. C'est pas parce que c'est une asso que c'est forcément du mécénat. Et c'est surtout adapter le modèle aux besoins des sociétés et faire un modèle hybride parce que toutes n'ont pas forcément un intérêt à défiscaliser, toutes ne le peuvent pas. Donc, c'est derrière, en fonction, il ne faut pas que ce soit un frein, je vais dire, à signer un deal. Derrière, il y a des facilités grâce au mécénat fiscal. En fonction des intérêts, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en restant, entre guillemets, dans le prisme de la loi, parce que sur du mécénat, on ne peut pas communiquer à outrance. Et s'il y a une volonté de communiquer, comment on bascule les budgets sur un budget qui sera plus communication derrière, qui va venir médiatiser toute cette partie-là. Mais pas se mettre de frein de base sur le fait que c'est du mécénat, on ne peut rien faire, ou c'est que comme ça, voilà. Ok, merci. Tu vas peut-être pouvoir aussi répondre à la question d'Oumi qui dit quels seraient vos arguments en tant qu'agence marketing pour travailler au développement d'un club via le mécénat pour des clubs dont les moyens sont très limités. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour faire ce que vous avez fait, Louison? Non, je pense qu'il
Après, faut toujours. Après, c'est de la réflexion et comment on met en place. Je veux dire, aujourd'hui, le Red Star Lab, c'est une personne à plein temps et un stagiaire sur la prod et la réflexion. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on livre à l'année. Derrière, par contre, ça engage et il y a une transversalité sur tous les projets. C'est-à-dire que chez nous, notre service com n'est pas que le service com, on va dire, lié aux sportifs. Ils bossent à fond sur les problématiques du Red Star Lab. Les sales, le service commercial ne fait pas que du sponsoring et de l'hospitalité. Ça bosse aussi sur ces projets-là. Donc, au final, tout le monde est concerné là-dessus. Ce qui, derrière, peut poser problème sur des entités qui ont déjà passé le cap de, je vais dire, passer sous forme de fonds d'action ou de fondation, parce que ça nécessite une autonomie beaucoup plus importante entre le club et cette nouvelle entité. Et du coup, comment on arrive à travailler ou à faire travailler les différentes ressources du club sur les projets. Mais après, c'est en fonction des besoins et des priorités, orienter les différents services dessus. Ok, Mais ça merci nécessite Louis. pas une armée forcément, clairement. D'accord, oui, oui. Nous, on n'est pas une armée. Ok, très bien. Peut-être un mot de la fin. On va conclure. Alors, il y a certainement d'autres questions dans le chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de rassembler les questions et peut-être d'y répondre directement par email, les intervenants. Il est 12h30, tout le monde a certainement des obligations et peut-être faim. Pierre, est-ce que tu as un dernier mot de la fin en tant que co-organisateur de cet événement pour clôturer? Non, bah du coup, on a dépassé le temps imparti, donc c'est-à-dire Oui. que les échanges ont été riches. Je voulais remercier les trois animateurs avec qui on a partagé justement les différents sujets. Je pense que c'est important de bien s'entourer, tout circle sur la data, du coup d'Or Sport sur le Web3. Moi, je suis plus sur la partie commercialisation digitale. Voilà, c'est vraiment ouvrir les chakras parce qu'il y a des experts sur ce marché qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider ou en tout cas pour lancer différents sujets. Donc là aussi, c'est important de savoir bien s'entourer pour aller chercher les opportunités et ne pas faire du 3.0 une menace, parce que je pense vraiment qu'il y a des belles choses à faire sur différents enjeux, data digital, RSE. On a quand même une belle plateforme à offrir aux annonceurs. Merci Marie, Louison, Merci à Clément. Un grand merci de Merci nous à avoir vous. accompagnés, Pierre et moi, sur l'organisation et la tenue de ce premier webinaire Hello Sport Biz. Les participants, je vous rappelle, vous étiez plus de 220 inscrits à ce premier webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas inscrits, à s'inscrire à la newsletter Hello Sport Biz, qui est gratuite et hebdomadaire. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre en place d'autres webinaires de ce type à partir de la rentrée de septembre 2022 pour Hello Sport Biz. Je vous souhaite une bonne journée, travaillez dans vos clubs, travaillez pour aller chercher ces opportunités de sponsoring 3.0 et en tout cas, j'espère que ce qu'on vous aura partagé de manière concrète vous aura aidé au quotidien dans votre travail. Merci et bonne chance pour cette fin de saison pour certains et préparation de saison pour les autres. Merci aux intervenants, merci aux participants. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Bientôt.